passe tout de suite la parole donc, à Louis Viard et Nicole Dulcer qui vont donc échanger autour de trois grands thèmes que l'on a préparés et travaillés ensemble. Donc la fragilité de l'écosystème du livre, l'intelligence artificielle, pardon, l'écologie du livre et la transition. Je suis perdue du coup. L'intelligence artificielle. C'est bon. Voilà, donc fragilité donc, de l'écosystème du livre, l'intelligence artificielle et la transition écologique. Ouais. Alors, est-ce que Nicole nous entend? Bonjour Nicole. Oui, tout à fait. Bonjour. Euh, alors, Bon, vous la voyez là? oui, moi je vois Nicole. Est-ce que tu... Vous êtes censé être là. Ah oui, Ça, je la vous pouvez vois. regarder. On se voit et comme ça, je regarde la salle, c'est plus convivial. Très bien. Voilà, Ah, voilà. parfait. Bon, j'espère qu'on va pouvoir interagir pas trop difficilement à distance. Oui, On fera des gestes. oui, je suis navrée de ce. En tout cas, merci d'avoir réussi à faire ce Zoom qui m'arrange absolument. Vous nous dites quand on démarre, en fait. Eh ben, je crois qu'on peut démarrer. Annick a fait l'introduction et nous poser cette première question, à savoir dans quelle mesure on pouvait parler de fragilisation de la chaîne du livre et de ses acteurs. Qu'est-ce que tu en penses, Nicole? En fait, la question de l'accélération de la concentration éditoriale est une chose essentielle. Et si on regarde, par exemple, le dernier classement de Livre Hebdo en 2024, on s'aperçoit que les 5 plus gros éditeurs généralistes représentent les 3/4 en fait du chiffre d'affaires de l'édition. Et si on prend les 10 plus gros, on arrive à 90% du chiffre d'affaires, ce qui est extrêmement euh, important. Je veux dire, 90% du chiffre d'affaires par 10 groupes, c'est absolument colossal. Et en fait, cette concentration éditoriale euh, est de plus en plus forte chaque année. C'est ce qu'on peut vraiment voir, quoi, constater. Oui, oui, D'où la difficulté des indépendants. je suis bien d'accord. Et en fait, on se rend compte que c'est un phénomène, hein, cette concentration éditoriale qui est pas nouveau, mais c'est un phénomène qui s'accélère. Ah, c'est-à-dire que si on met ces chiffres-là en perspective, on se rend compte que dans les années 2000, en fait, le niveau de concentration était beaucoup plus faible. Vous preniez Hachette et Editis dans les années 2000, c'était 40% du marché. Aujourd'hui, c'est 50% du marché. C'est plus de 50% du marché. Et puis cette concentration, on l'a dans l'édition, mais aussi on l'a dans la diffusion-distribution. Donc vous avez une demi-douzaine de sociétés de diffusion-distribution qui réalisent 80 à 90% du chiffre d'affaires du secteur. Donc on va avoir de la concentration qui est horizontale, donc des maisons d'édition qui rachètent des maisons d'édition, verticale, des maisons d'édition qui contrôlent la diffusion-distribution, et depuis les années 80, mais là on en parle évidemment de plus en plus, elle est conglomérale aussi. Conglomérale, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des acteurs extérieurs à l'édition qui viennent se positionner dans ce secteur, soit pour saisir des opportunités d'affaires, soit pour diversifier le risque. Et donc des acteurs ici qui, comme le groupe Bolloré, eh bien, vont occuper des positions de force. Absolument. Ce qui pose en fait des questions de seuil de rentabilité aussi, hein, parce que euh, le niveau de lecture baisse depuis 1990 et donc les éditeurs sont aujourd'hui confrontés à une question important des nouveautés. Et là aussi, les derniers chiffres sont assez spectaculaires. L'an dernier, il y a eu au total près de 100 000 nouveaux livres. Entre les nouveautés, c'est à peu près 36 000 nouveautés et les réimpressions, ça fait 100 000 titres dans l'année. C'est 3 fois plus qu'en 1985. Et là encore, cet effet de ciseau vient du fait que les tirages moyens ont totalement réduit depuis cette date. Il faut se souvenir qu'en 1985, le tirage moyen d'un livre était de 12 000 exemplaires. Aujourd'hui, il est de 4 200. Donc, effectivement, les éditeurs sont confrontés à cette difficulté, de plus en plus de livres.
et des tirages de plus en plus petits. Donc, une réelle difficulté pour trouver un seuil de rentabilité convenable, d'autant plus que le prix du papier a considérablement explosé, ce qui était une chose tout à fait nouvelle. Et puis, il faut aussi prendre en compte la question du pouvoir d'achat des lecteurs, vu que le prix du livre lui-même a augmenté, alors qu'il était resté pendant des années à peu près au niveau, en dessous en tout cas de l'évolution des prix de l'INSEE. Et donc, depuis 3 4 ans, il a considérablement augmenté. Un roman moyen qui était euh, vendu à 17 euros, l'est aujourd'hui à 22 23 euros. Donc, ça pénalise aussi certains lecteurs. Oui, Je ne sais pas bon, ce que tu et penses. pour apporter des précisions sur l'évolution du prix du livre, et contrairement à certaines idées reçues, en fait, le prix du livre a eu tendance à diminuer à partir des années 90 par rapport au niveau général des prix. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 90? Les éditeurs ils se sont rendus compte qu'ils faisaient face à une concurrence de nouveaux loisirs culturels, jeux vidéo, séries, télé, internet. Donc ils ont, pour rester compétitifs, eu tendance à baisser leur prix. Et puis il y a eu le développement de la numérisation qui fait qu'ils ont pu compresser un certain nombre de coûts grâce au pré-presse, grâce au logiciel de mise en page, etc. Et donc en fait, l'augmentation du prix du livre a été moins forte que le niveau général de prix. Et là, depuis le début des années 2020, le prix du livre réaugmente à nouveau, parce que voilà, l'inflation, la guerre en Ukraine, etc. Mais encore une fois, ça augmente moins vite que le niveau général des prix. Hein, donc le livre reste un produit bon marché. Voilà, le prix du livre a augmenté moins vite que le prix de votre pack de lait ou de votre essence ou de votre chauffage par exemple. Mais effectivement, il a eu tendance à augmenter et c'est devenu un enjeu assez problématique pour un certain nombre d'acteurs de la filière et un point de fragilité, je crois. Je crois, pour enchaîner peut-être sur un autre aspect, je crois que dans les points de fragilité liés à cette concentration, il y a aussi beaucoup d'inquiétudes et que vous partagez peut-être autour de la réduction de la diversité, peut-être, de la bibliodiversité. C'est-à-dire que quand je disais qu'il y avait une concentration qui se faisait au niveau des acteurs économiques, il y a aussi cette concentration pose aussi la question du fait qu'il y a des acteurs qui arrivent dans ce secteur pour finalement prendre possession de groupes éditoriaux et à ce moment-là influencer éventuellement le débat public et finalement peser dans les débats sociétaux. On l'a bien vu avec leur achat d'Hachette récemment. Du coup, il y a des inquiétudes croissantes qui se font autour de cette bibliodiversité, la diversité appliquée dans le secteur du livre, qui est une question qui n'est pas simple à poser en fait. Qu'est-ce que la bibliodiversité ? La bibliodiversité, c'est, d'un point de vue un peu scientifique, académique, c'est trois choses. Quand est-ce qu'on a un environnement finalement diversifié? C'est d'abord quand il y a de la variété. La variété, c'est beaucoup d'espèces différentes. Ok, donc est-ce qu'il y a beaucoup de livres différents aujourd'hui publiés en France? Oui, il y a de la variété. Il y a un deuxième critère, par contre, c'est la disparité. Oui, il y a beaucoup d'espèces différentes, mais est-ce qu'elles ne se ressemblent pas un peu toutes? Alors là, c'est plus difficile à apprécier. Finalement, oui, en livre, dans les livres qu'on publie, il y a peut-être aussi beaucoup de standardisation. On voit bien le succès de La femme de ménage en ce moment dont tout le monde parle, et des tomes suivants et des autres best-sellers du même auteur. Voilà, donc qu'est-ce qu'il y a vraiment de la disparité? Et le troisième critère, c'est l'équilibre. On peut avoir un environnement avec de la variété, avec de la disparité, mais très déséquilibré. C'est-à-dire on a un prédateur en fait. On a un gros qui prend toute la place. Et là, dans le secteur du livre, on peut se poser légitimement la question, vu la place prépondérante que prennent ces grands groupes éditoriaux, à la fois en librairie, à la fois dans les médias. Et donc, c'est effectivement une menace potentielle, en tout cas, c'est une inquiétude forte qui est exprimée par les acteurs du secteur du livre sur cette diversité éditoriale. Je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'il faut aussi donner un éclairage plus international. C'est vrai que cette question de cette bibliodiversité, par exemple, elle est profondément attaquée aux États-Unis aujourd'hui. Et quand on voit le nombre de livres qui sont censurés, c'est absolument hallucinant, notamment dans les bibliothèques. Et donc, là, enfin, au journal, on a récemment rencontré une romancière à succès qui s'appelle
Lauren Groff, qui a ouvert une librairie en Floride, précisément, premier État censeur du pays, pour en faire un lieu de résistance, en fait, à Donald Trump. Parce que précisément, de plus en plus de livres sont exclus des écoles pour ne pas gâcher, en fait, ce récit historique glorieux des États-Unis porté par le mouvement MAGA. Il faut quand même savoir qu'aux États-Unis, dans les bibliothèques, des livres aussi différents que le journal d'Anne Frank, 1984 d'Orwell, Les aventures de Tom Sawyer, tout simplement, La Servante écarlate de Margaret Atwood, les livres de Toni Morrison, mais même Anna Karenine, les pièces de Shakespeare, les livres de Baldwin sont retirés des bibliothèques scolaires sous la pression des groupes de parents très républicains. Donc ça, c'est quand même une chose importante à avoir en tête, savoir que euh, il y a quand même encore des lieux de résistance aux États-Unis où il est possible d'avoir des librairies qui proposent des ouvrages estampillés réalisés par des Hispaniques, des Asiatiques, des Amérindiens. Donc, c'est vraiment une chose essentielle à savoir. Donc, il y a ça aux États-Unis. En France aussi, on peut voir que l'influence de Vincent Bolloré se fait sentir, notamment dans la reprise en main de Fayard, qui est quand même devenu un repère d'auteurs d'extrême droite. Lise Boel était quand même l'ex-éditrice d'Éric Zemmour, donc est à la tête aujourd'hui de Fayard, Immense Maison, et donc qui édite aujourd'hui Bardella, qui édite aussi des journalistes pro-Poutine ouvertement, et ce qui quand même crée un malaise absolument important au sein même du groupe Hachette. Les élus du CSE d'Hachette en mars ont envoyé une lettre rare en fait dans l'édition française pour dire à quel point ils avaient honte de faire partie de ce groupe qui défendait de telles valeurs. Donc, c'est vrai que cette question de la diversité, la biodiversité est réelle et peut poser des problèmes de censure aux États-Unis et des problèmes euh, de dérive, en fait, de croisade idéologique dans certains groupes français. Oui, oui, en effet, et je pense que pour élargir vers d'autres éléments de fragilité de la filière du livre, donc on voit là bien une fragilité au niveau éditorial, il y a la concentration, il y a des considérations idéologiques, mais on voit bien que les autres acteurs de la filière aussi sont dans des situations qui interpellent. Si on prend l'exemple de la librairie, alors la librairie, c'est le type de commerce de détail le moins rentable en France. Il y a juste les fleuristes qui sont moins rentables que les libraires. Hein. Donc le taux de marge moyen d'une librairie, c'est autour de 1%. On se rend compte aujourd'hui que les librairies font face, et les chiffres clés pour la région Occitanie le montrent à nouveau, font face à un effet ciseau. C'est-à-dire que d'un côté, on a moins de ventes, les ventes de livres se sont contractées, on a moins 16% de ventes de livres entre 2010 et 2020, donc en volume, donc c'est considérable. Donc on a moins de ventes et on a des charges qui explosent en termes de loyer, en termes de salaire, etc. Et puis à cela s'ajoute bien sûr la concurrence du e-commerce. Alors après la vague du Covid, on s'est tous réjouis, il y a eu beaucoup de création de nouvelles librairies et on se rend compte qu'aujourd'hui on a un contre-coup, que ces librairies qui ont été ouvertes post-Covid, eh bien, elles sont toutes en train de fermer les unes après les autres. L'an dernier, vous avez eu, selon les chiffres du CNL, 72 librairies qui ont fermé leurs portes. Donc et la tendance aussi, c'est qu'on en ouvre moins de nouvelles. Alors le solde création-disparition reste positif. Ça, c'est entre guillemets la bonne nouvelle. On crée plus qu'on ne détruit de librairies, mais on voit bien que les chiffres montrent que tendanciellement, la situation est en train de s'inverser. Donc voilà, je pense que les librairies, c'est un autre acteur également très fragilisé aujourd'hui, Nicole, dans cette filière. Tout à fait, mais en fait, dans cette question de la répartition de la valeur, je suis totalement d'accord avec vous. Il y a un problème réel sur la viabilité des libraires indépendants. Il y a un autre problème dans la répartition de la valeur qui est une question cruciale et lancinante, c'est la question de l'auteur, qui reste quand même un oublié un peu absolu dans la chaîne du livre.
c'est généralement lui qui est obligé d'avoir un second métier pour vivre. On n'a jamais entendu les distributeurs, les diffuseurs se plaindre de leur sort. Et je rappelle en fait ce fameux rapport Racine dans les années, en 2020, en fait, Bruno Racine avait étudié les tourments vraiment des écrivains. Et c'était le premier à expliquer qu'il n'y avait que 41 000 auteurs sur les 230 000 qui étaient recensés à l'époque. Ça peut changer en tout cas en ce qui concerne cet état des lieux. Et seuls 41 000 réussissaient à avoir plus de 9 000 euros par an. 9 000 euros par an, c'est difficile d'en vivre quand même. Donc, cette question financière, elle est finalement très peu abordée entre les éditeurs et les auteurs. Et la question du rapport de force se fait toujours au détriment des auteurs. Par exemple, cette question des, de revendication a longtemps été, elle est toujours pas, toujours, tout est au point mort. La question est d'avoir 10% au moins du prix de vente des livres, sans compter les avaloirs. Mais 10% du prix des livres, c'est quand même pas colossal. Ça fait environ 2 euros par vente de livres. Or, cette simple chose qui existe quand même, hein, de fait, dans pas mal de pays étrangers, n'existe pas en France. Et toutes les négociations qui ont pu avoir lieu entre les représentants des éditeurs et des auteurs ont achoppé sur ces questions-là. Donc, il y a aussi une question de manque de transparence des ventes. Euh, euh, les auteurs sont généralement obligés de réclamer leurs droits. Ils ont une capacité à négocier qui est très faible. Donc, c'est quand même un état de fait important à savoir. Et cette fragilité, à mon avis, elle est vraiment importante. Oui, tout à fait. Les éditeurs, les libraires, les auteurs, on sent bien qu'au milieu de tout ça, les diffuseurs, distributeurs sont dans une position plutôt de force. Et je dirais, moi, un autre acteur qui est fragilisé aujourd'hui dans cette chaîne, c'est les politiques publiques. Et d'ailleurs, on l'a bien entendu ce matin, ce sont des acteurs qui contribuent énormément, effectivement, à la dépense publique culturelle. Et à mon sens, les politiques publiques de la culture et du livre, aujourd'hui, font l'objet de deux menaces. La première menace, c'est une menace budgétaire. Il faut bien voir que aujourd'hui, le ministère de la Culture a un temps évidemment à faire des coupes, mais c'est surtout au niveau des collectivités locales que ça se joue, puisque les territoires contribuent 3 fois plus aux dépenses publiques culturelles que l'État. Et donc, on voit bien que, par exemple, à Nantes, vous avez le pôle du livre, Mobilis, le pôle régional du livre, qui a fermé cet été et toute l'équipe a été licenciée. Donc on voit des coupes budgétaires avec des effets directs dans les territoires en termes de politique publique. Et je dirais que la deuxième menace, elle est politique et idéologique. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, par le passé en fait, avoir des politiques publiques en faveur de la culture, c'était perçu ipso facto comme quelque chose de positif. C'était même assez électoraliste en fait, d'avoir des politiques publiques culturelles. Et bien là, il y a un renversement de perspective. Aujourd'hui, il y a une espèce de défiance vis-à-vis du secteur qui se met en place et qui s'accompagne d'un désengagement. Alors moi j'aime bien l'analyse qu'en propose Vincent Guillon qui dirige l'Observatoire des politiques culturelles à Grenoble et qui intervient beaucoup sur ce sujet en ce moment. Il dit on a un peu une conjonction de 3 postures. Il dit on a d'un côté un conservatisme culturel. Conservatisme culturel, ça consiste à quoi? Ça consiste à dire on va peut-être moins financer la création contemporaine, on va faire des coupes et puis on va réorienter vers le patrimoine, vers l'histoire, vers l'identité de la France. Il dit il y a une deuxième posture qu'on retrouve beaucoup, c'est un populisme culturel. On va moins financer une création exigeante qui parfois va avoir du mal à rencontrer son public, mais on va plutôt adopter des dispositifs qui vont satisfaire les goûts populaires. Le pass culture, par exemple. Et puis il dit il y a une troisième posture qui est aussi très forte, c'est celle de la privatisation culturelle. On va considérer que les acteurs publics locaux, les agences, mais aussi les partenaires associatifs, puisqu'il y a beaucoup de travail en étroite collaboration avec les associations, gèrent mal l'argent public et du coup on va plutôt plaider pour une privatisation. Et donc il dit, ces 3 arguments-là, on les retrouve du côté des politiques, il y a une sorte d'un peu de convergence et qui, ipso facto, entraîne un désengagement qu'on sent venir, qu'on sent bien même de manière concrète dans certains territoires, en matière de politique culturelle qui se trouve aujourd'hui fragilisée comme jamais.
Tout à fait. Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, puisque la réduction en fait du pass culture depuis le mois de février, donc qui consistait à réduire de moitié la somme qui était affectée aux jeunes de 18 ans et à arrêter complètement celle qui était affectée précédemment à ceux de 17 ans et moins, a eu pour conséquence de vraiment de réduire totalement les ventes des livres. Depuis le début de l'année, en fait, on considère que près de 1% du marché a été mangé en raison de ces décisions. Donc, c'est vraiment un problème majeur. Effectivement, c'est des livres, des jeunes qui achetaient à la fois de la BD, de la romance et des mangas. Et pas uniquement, mais en tout cas, ces secteurs-là qui avaient vécu une explosion absolue sont en contraction très sévère depuis le début de l'année. Alors, la sphère des politiques publiques et des coupes budgétaires, bien sûr, dans les Pays de Loire, c'est sans doute le lieu où les coupes ont été les plus violentes, avec un budget consacré à la culture qui a été sabré de 75%, donc d'une manière très, très violente, et qui a eu un impact direct aussi sur la maison Julien Gracq, sur les éditions 303, qui édite une revue trimestrielle sur la création, sur le festival du premier roman à Laval, ou encore sur la Maison de la Poésie. Donc immédiatement, dès qu'il y a une coupe des crédits, ça se ressent définitivement de manière très violente sur toute la filière du livre. Peut-être qu'on peut aller vers un autre sujet d'ailleurs qui est aussi un point de fragilité, Nicole, l'intelligence artificielle. Et Bien savoir évidemment. Oui. Alors moi, j'aurais juste un chiffre à vous donner sur pour comprendre l'ampleur de la chose, l'intelligence artificielle. C'est Amazon qui, depuis plusieurs années, a imposé en fait une chose précise. Ils ont demandé à ce que le même auteur ne publie pas plus de 3 livres par jour. Le même auteur, vous entendez bien, 3 livres par jour écrits par la même personne, ce qui est absolument stupéfiant. Il faut quand même se souvenir que, par exemple, Simenon, qui était le plus véloce de tous les romanciers chez Gallimard, réussissait à faire 6 romans par an. Déjà, il est battu à plat de couture. Donc, ce qui veut dire que sur la plateforme d'Amazon, ce sont des faux livres, enfin des livres qui sont générés par intelligence artificielle. Si quelqu'un arrive à en mettre 3 par jour, ce qui est absolument dément, ça veut dire aussi qu'il sait parfaitement bien avoir des fausses recommandations qui sont elles-mêmes générées par IA. Et donc, pour réussir à doper les ventes, et les ventes qui, elles, sont tout à fait réelles. Donc, c'est quand même un problème majeur. Et il y a quand même un tsunami maintenant de faux livres, enfin de livres générés par IA, qui sont en général rarement présentés comme tels. C'est quand même l'un des problèmes absolus de l'IA, quoi. Là, c'est vraiment le Far West encore. Oui, et en même temps, ce qu'on constate aussi, c'est que cette intelligence artificielle, le fait est qu'elle arrive dans les pratiques, qu'elle fait l'objet d'une appropriation et que dans la chaîne du livre, elle va être utilisée à différents niveaux. Au niveau des auteurs et de la création, ça va être une aide à l'écriture, ça va être de la traduction automatique, ça va être la production d'illustrations. Au niveau de l'édition, ça va favoriser un processus de rationalisation du processus d'édition, avec des logiciels qui permettent de comparer les manuscrits pour faciliter la sélection des manuscrits parmi la masse de manuscrits que reçoivent les éditeurs. La production automatisée de livres audio aussi est permise par l'intelligence artificielle. La production de textes comme les quatrièmes de couverture, textes promotionnels, les textes qu'on envoie, qu'on envoie à la presse, ce genre de choses. Tout ça, l'intelligence artificielle est déjà utilisée et répond à un certain nombre d'usages. Et puis au niveau de la diffusion-distribution, là aussi, les flux logistiques peuvent être optimisés par l'IA. Mais c'est sûr que ça soulève beaucoup d'interrogations.
Et la première interrogation quand même, c'est que cette intelligence artificielle, elle est entraînée sur des contenus qui viennent de livres et qui viennent de revues, sans respecter effectivement le droit de la propriété intellectuelle et sans prévoir des modes de rémunération pour les ayants droit, les auteurs et les éditeurs. C'est sûr, c'est un pillage en règle de tous les catalogues des maisons d'édition hein, pour entraîner ces fameuses IA génératives comme ChatGPT. Et la question de la transparence se pose, en fait, c'est quels catalogues ont été avalés aujourd'hui? Apparemment, tout a été avalé, donc c'est quand même un vrai problème. Il n'y a aucune liste de textes connue, en fait, hein, pour connaître tous les ouvrages qui ont été absorbés. Et puis, bien évidemment, il n'y a pas de rémunération pour les auteurs, pour l'utilisation d'œuvres qui doivent être normalement protégées par la propriété intellectuelle. Alors aujourd'hui, il y a finalement extrêmement peu d'accords qui ont été signés entre des éditeurs de livres et, euh, et des sociétés d'IA générative. On peut citer par exemple l'éditeur de livres scientifiques Wiley, par exemple, qui a accepté un chèque de 23 millions de dollars sans dire avec qui il avait signé, mais simplement en disant moi j'ai signé un accord, ok. HarperCollins, qui est une filiale du groupe Murdoch, qui a signé avec Microsoft et puis en proposant en fait à ces auteurs d'utiliser leurs œuvres pour entraîner une, un modèle d'intelligence artificielle moyennant 2500 $ par livre pendant 3 ans. Donc bon, certains ont dit oui, d'autres non. Tous les auteurs d'HarperCollins n'étaient pas d'accord. Et puis, tout récemment, je vous signale aussi une chose extrêmement importante, c'est Anthropic. Donc, c'est une boîte américaine, une start-up américaine d'IA, qui a donné son accord pour verser 1,5 milliard de dollars à un fonds d'indemnisation d'auteurs et d'éditeurs. En fait, et pour éviter un procès. Donc, ils étaient accusés d'avoir piraté près de 500 000 livres. Et donc, c'est un tribunal de San Francisco qui vient de trancher en cette faveur. Euh, Aujourd'hui, en fait, il existe normalement pour les auteurs un système qui permet d'avoir un rempart contre ce pillage. Ça s'appelle l'opt-out. L'opt-out, c'est en fait une espèce de petite marque qu'on peut mettre sur son œuvre pour dire qu'on refuse qu'elle soit utilisée pour être entraînée par des IA génératives. Or, ça s'avère être une passoire totale, c'est-à-dire que ça ne sert à rien. Ça sert à rien ni pour les œuvres d'art plastique, ni pour les livres. Et donc aujourd'hui, la seule solution devrait être de passer des accords de licence pour l'utilisation des œuvres par les IA génératives. Oui, et je pense que l'IA, bon, qui tend un petit peu à se généraliser, et puis surtout l'IA générative, comme vous dites, elle va aussi poser des problèmes économiques très concrets pour les auteurs. C'est-à-dire que face à cette surabondance de contenu produit automatiquement, on va avoir un déclassement de la figure de l'auteur. D'un côté, vous allez avoir une baisse des rémunérations, tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus de contenu produit, donc votre livre il va être dilué dans une masse beaucoup plus importante, là, votre capacité à gérer des ventes sera sans doute moindre, mais aussi parce que vous allez avoir des contraintes de productivité renforcées. Quand vous êtes traducteur aujourd'hui, on vous dit on va vous payer moins, vous devez travailler plus vite parce que vous pouvez vous équiper de l'intelligence artificielle. Et puis c'est aussi parce que, dernier point, je dirais, il y a aussi une dégradation symbolique finalement. Aujourd'hui, finalement, comme on est concurrencé par une machine qui peut faire un travail plus ou moins comparable, eh bien la figure de l'auteur s'en trouve forcément pas renforcée. On est moins prêt à payer cher une prestation, comme une traduction, ou comme un article, etc., pour laquelle finalement je suis capable d'obtenir la même chose en quelques clics et gratuitement via une machine d'intelligence artificielle. Tout ça devrait assez naturellement tirer les revenus de la création vers le bas. Ça, je dirais que c'est quand même un gros problème, un gros point de préoccupation.
Un autre gros point de préoccupation pour moi sur l'intelligence artificielle, c'est la standardisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'est pas besoin de beaucoup de lucidité pour se rendre compte que ces outils sont développés par des entreprises qu'on connaît tous, c'est toujours les mêmes, 4-5 entreprises états-uniennes, qui entraînent leurs modèles sur des bases de données qui sont quand même principalement anglo-saxonnes, avec des données anglo-saxonnes, avec des technologies anglo-saxonnes, et ça peut devenir un important vecteur de formatage culturel. Vous avez eu, il n'y a pas longtemps, un papier qui est sorti dans The Conversation, écrit par une collègue qui s'appelle Stéphanie Parmentier, qui s'est plongée dans ce magma de livres produits par l'intelligence artificielle et qu'on retrouve sur Amazon, comme disait Nicole. Et ce qu'elle constate, c'est essentiellement des romances. Et puis quand elle commence à les lire, elle constate que ce sont des récits hyper formatés, avec des principes narratifs qui sont largement recyclés, qu'elle retrouve d'un livre à l'autre, et avec des personnages très superficiels, des rebondissements très prévisibles. Donc on a là une littérature qui est très standardisée. Alors d'un côté, pour certains éditeurs, sur des genres comme la romance, ce sont des genres très standardisés, et on cherche, les lecteurs sont aussi en attente souvent de canevas ou de principes récurrents qui reviennent. Donc certains éditeurs, dans cet article, expriment finalement le fait que pourquoi pas. Mais d'un autre côté, on voit bien l'important outil de standardisation que peut être ici l'IA. C'est vrai notamment pour la traduction. La traduction, c'est vraiment l'endroit où l'IA a déjà pénétré de manière la plus évidente. Et ça pose des questions essentielles. Justement, vous disiez oui sur cette question de la subtilité de la langue pour les traducteurs littéraires. C'est-à-dire qu'il est absolument impossible de traduire Shakespeare aujourd'hui par une IA. Donc, effectivement, des manuels de pratique de yoga, c'est encore envisageable, mais la question de la littérature de la traduction, ça reste un problème absolument majeur. Et c'est vrai que les traducteurs, on leur donne aujourd'hui des textes pré-traduits qu'il faut corriger à un prix bien moindre. Et vraiment, c'est une question de perte de sens qui est quand même la chose la plus essentielle. Alors, aux dernières assises du syndicat de l'édition, moi, j'avais rencontré Thomas Cox, qui est un cofondateur d'une société qui s'appelle VeryStage, qui est une boîte américaine, et qui présentait cette plateforme qui est destinée aux éditeurs. Et donc, les éditeurs français commencent à travailler avec lui, et c'est une machine de guerre. Donc, ça permet, par exemple, si on veut faire un scénario de film avec un roman, ça permet d'extraire toutes les données souhaitées dans un manuscrit, les personnages, l'intrigue, les lieux utilisés, en exactement 1 minute. Donc, ça propose aussi des campagnes marketing pour les réseaux sociaux. Ce que vous disiez, oui, les quatrièmes de coups avec un pitch extrêmement engageant. Ça vous analyse aussi toutes les ventes d'un ouvrage. Et puis, plus spectaculaire encore, ça propose par exemple de traduire directement un livre en 5 langues. Ça vous propose encore de créer en un temps record un livre audio. Donc, il y a de quoi mettre au chômage, effectivement, des cohortes à la fois de traducteurs, de techniciens, de comédiens, tous ceux qui travaillent encore pour l'enregistrement de ces livres. Oui, tout à fait. C'est-à-dire on n'a pas seulement un effet potentiel de déclassement de la création, on a aussi un effet de substitution. L'homme remplacé par la machine. Il va y avoir effectivement un certain nombre de travailleurs ici qui devraient rester sur le carreau. Et puis on peut ajouter que cette intelligence artificielle, elle a un impact aussi écologique. Un impact écologique. Or, aujourd'hui, la transition écologique, et peut-être que ça peut nous amener à aller vers cette autre thématique, la transition écologique depuis les années 2010 est devenue quand même une préoccupation assez importante dans l'industrie du livre. En tout cas, c'est devenu un sujet dont on parle de plus en plus et sur lequel on observe quand même des initiatives qui commencent à se mettre en place. Par exemple, oui, vous avez raison, l'utilisation des data centers sera infiniment moins écologique que tous les efforts qui peuvent être réalisés pour essayer d'avoir moins de livres au pilon. C'est une évidence absolue. Et cette question aujourd'hui d'éviter le pilon, je pense que l'un des moyens les plus simples, ce serait une méthode très, très évidente qui est simplement d'avoir plus de transparence sur les ventes des livres. Alors, c'est promis depuis des années avec la mise en place de l'outil qui s'appelle Phileas, qui se déploie très lentement.
c'est quand même un archaïsme étonnant de considérer qu'aujourd'hui, il est impossible d'ajuster les ventes, d'ajuster les stocks, de gérer son réassort dans un livre, alors que c'est faisable pour une boîte de petits pois, chez n'importe quel distributeur finalement. Donc aujourd'hui, il y a cette chose-là qui fait il est toujours peu possible de connaître les ventes de livres en temps réel, ce qui permettrait d'ajuster les ventes et donc d'avoir un pilon moins important. Et l'impact carbone de la chaîne du livre, c'est à peu près, on a imprimé l'an dernier 450 millions d'exemplaires et le pilon, c'est toujours 25 000 tonnes de livres. Donc, 25 000 tonnes de livres, c'est quand même énorme. La seule bonne nouvelle, c'est que 100% des ouvrages qui sont mis au pilon sont recyclés. Alors, même si c'est une très bonne nouvelle, il faut quand même savoir que c'est très vorace en eau et qu'il faut toujours 50 litres d'eau pour 1 kilo de papier. Donc, très compliqué. Alors, le syndicat national de l'édition essaye d'avoir des programmes euh, un peu plus concernés, en fait, hein, sur ces questions de l'écologie. Ils ont mis en place un outil pour calculer l'empreinte carbone de chaque livre. Et toute la question, en fait, aujourd'hui, une question essentielle s'est toujours posée depuis longtemps. Est-ce que il est plus écologique de lire un livre en papier ou est-ce que c'est plus écologique d'avoir une liseuse? Et donc, l'Agence de la transition écologique a tranché. Elle a expliqué que les ouvrages en papier restent moins polluants que les liseuses et les liseuses ne deviennent avantageuses qu'à partir du moment où on dépasse le seuil de 50 livres lus par an et par liseuse. Donc, pour l'instant, c'est vive le papier. Mais est-ce que c'est quand même très compliqué sur les questions écologiques, rien n'est réglé. Oui, rien n'est réglé. Et je pense que l'écologie aujourd'hui, alors on a l'écologie matérielle, ce que vous venez d'évoquer, hein, Nicole, c'est-à-dire réfléchir à comment on peut produire et diffuser plus durablement des livres. Et on voit aussi beaucoup s'articuler dans la profession aujourd'hui, portée par des associations comme l'Association pour l'écologie du livre, le fait de devoir articuler cette écologie matérielle avec une écologie sociale. Donc en fait, penser un autre mode de répartition de la valeur économique entre les différents acteurs de la filière, ou penser de nouveaux modes de travail, d'organisation du travail. Et puis une écologie symbolique, par exemple, promouvoir des imaginaires plus inclusifs. Alors ça, c'est la vision que proposent ces acteurs de l'écologie du livre, qui, pour moi, a une dimension un petit peu fourre-tout de cette approche, économie matérielle, sociale, symbolique. On mélange beaucoup de choses, on fait rentrer dans l'écologie beaucoup de choses qui n'ont pas forcément de rapport direct avec l'écologie, mais cependant, il faut bien voir quand même qu'on ne peut pas simplement s'arrêter à des préoccupations strictement matérielles, c'est-à-dire que l'écologie doit s'appuyer sur d'autres enjeux du fonctionnement de la filière. Si on adopte une approche purement matérielle, cela peut conduire à des décisions contre-productives. Par exemple, il pourrait être beaucoup plus écologique de produire moins de livres différents et de se concentrer uniquement sur les best-sellers. On va réduire la suroffre, on va réduire le pilon et on va ajuster, la rencontre entre l'offre et la demande va se faire de manière beaucoup plus évidente. Par contre, on va réduire dans le même temps la bibliodiversité. Autre exemple, il pourrait être beaucoup plus intéressant d'un point de vue écologique de généraliser le e-commerce. Aujourd'hui, on a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps de l'ADEME qui montre que l'impact écologique du e-commerce, il est en fait pas si mal que ça. En fait, ça dépend comment c'est pratiqué le e-commerce. Mais le fait d'avoir, au lieu d'avoir des lieux de vente, des points de vente au détail dispersés partout sur le territoire, le fait de recentrer toutes les marchandises dans un entrepôt logistique seulement, ça c'est très bien pour l'environnement. Il y a moins d'emprise sur le sol, il y a moins de chauffage, moins de perte d'énergie, etc. Par contre, ce que dit l'ADEME, elle dit attention, si c'est des produits qui viennent de Chine et qui sont suremballés, là l'impact du e-commerce est négatif. Bien sûr, si on a ce genre de raisonnement, on pourrait se dire... pour l'écologie, ce serait très favorable d'avoir des grands entrepôts logistiques qui réunissent toute l'offre disponible, etc. On n'aurait plus de librairie. On voit bien que pour la biodiversité, ça pose là aussi une difficulté. Donc tout l'enjeu, c'est d'arriver à prendre en compte des considérations écologiques et à les articuler, bien sûr,
avec des enjeux socio-économiques qui participent, à mon sens, du bon fonctionnement de la filière du livre. Et j'ajouterai à ça, pour rajouter de la complexité à la complexité, c'est qu'en plus, il y a pas mal de choses contre-intuitives qui ne vont pas forcément de soi. Par exemple, remplacer massivement le papier par du papier recyclé, ben on se dit que c'est écologique. Ça dépend où est-ce que le papier est recyclé. Alors aujourd'hui, si vous regardez comment produisent le papier, comment les éditeurs produisent du papier, en quoi sont faits leurs livres, vous avez 97% de leur papier qui vient de labels de forêt durable, et puis vous avez seulement 1% de papier recyclé. Sur le principe, le papier recyclé, pourquoi pas, mais quand la filière papetière est localisée en Chine, ben vous voyez bien que les gains que vous avez, les gains potentiels en termes écologiques que vous avez à ce niveau-là, ils sont annulés par le transport logistique. Or aujourd'hui, on voit bien que les éditeurs s'alimentent en papier. La filière papetière, elle est largement délocalisée en dehors de nos frontières, en Europe de l'Est et en Asie. Donc je crois que du coup, ça renforce un petit peu la complexité de cette thématique. Oui, c'est d'autant plus compliqué qu'effectivement, le papier recyclé sert souvent à faire des cartons utilisés par Amazon notamment. Donc, serpent se mord la queue assez souvent. Et quand vous le disiez, il faut se focaliser sur des best-sellers, en fait, c'est toute la problématique absolue des éditeurs. C'est-à-dire, dans la mesure où c'est une industrie de prototype, il n'y a rien de plus compliqué que de se dire, ce sera un best-seller. Donc, c'est toujours extrêmement compliqué. Rien n'est blanc ni noir, quoi. Très compliqué. Oui, et puis je crois qu'en fait, la transition écologique, elle affecte aussi le modèle économique même du secteur de l'édition. C'est-à-dire que c'est un secteur qui a toujours fonctionné sur le principe de la suroffre. La production de masse et la suroffre. Cette suroffre, elle est indispensable pour les maisons d'édition pour arriver à toucher des publics qui, en absence de cette suroffre, ne seraient pas en mesure de se voir proposer les livres. Donc on a besoin de proposer beaucoup plus en librairie pour ensuite faire son choix. Donc ça, c'est une logique tout simplement de marketing éditorial, mais qui est indispensable. L'autre facteur qui joue dans cette suroffre, c'est bien sûr les économies d'échelle associées à l'impression. À l'impression, donc vous allez faire baisser vos coûts unitaires de production en augmentant le volume de production de livres. Vous allez commander X milliers d'exemplaires et vous allez ainsi baisser vos coûts unitaires de production. Donc le modèle économique de l'impression pousse également à produire davantage. Et du coup, ce qui se pose ici comme difficulté au niveau de la transition écologique, c'est que c'est vraiment les fondements même des modèles économiques, du modèle économique de l'édition qui sont remis en cause par une approche écologique, l'économie d'échelle, tout simplement, la suroffre, la surproduction, et que c'est ça qui doit faire évoluer, et ils doivent le faire évoluer rapidement. C'est aussi un deuxième problème, c'est que le réchauffement climatique et l'impact sur le territoire qu'on peut ressentir, et qui plus est encore plus ici dans le sud de la France où on a vu qu'il y avait eu d'importants incendies ces derniers mois, c'est maintenant et demain, et c'est pas dans un avenir lointain. L'une des choses qui pourrait être envisagée, c'est la question de l'édition à l'unité, qui permettrait en tout cas d'avoir des effets importants sur des questions d'écologie. Mais pour l'instant, toutes les tentatives qui ont été faites ont été des fiascos retentissants. Donc, c'est sans doute l'un des problèmes essentiels, c'est qu'effectivement, cette question-là n'arrive pas du tout à être résolue. Oui, l'impression à la demande, et puis récemment, l'Association pour l'écologie du livre aussi était en réflexion pour inventer un modèle d'abonnement en librairie. On s'abonne en librairie et vous prenez des livres que vous empruntez en librairie en fait, et puis vous les rendez, etc. Avec l'idée de vendre moins de livres, mais plus de lectures. C'est un peu le slogan qu'ils affichent. Donc c'est très expérimental. On verra ce que ça donnera, et ça rappelle évidemment tout de suite le principe de la médiathèque et de la bibliothèque, ce qui soulève des interrogations, mais il y a comme ça des expérimentations qui voient le jour. Je crois qu'on Voilà, mais est-ce qu'on ira plus vite avec? C'est à voir. Je crois qu'on nous fait signe dans la salle qu'il est temps de
de faire circuler la parole, c'est ça, de prendre un petit moment d'échange avec le public, Nicole. Donc justement, ce qu'on voulait aussi ce matin, c'était d'être dans un modèle un peu, enfin, qui ne soit pas descendant, mais plus collaboratif, participatif. Non, désolée. Et donc c'est pour cela qu'en fait aujourd'hui il y a l'ensemble des chargés de mission sectorielles qui sont présents, soit pour répondre à certaines de vos questions, soit pour interagir avec les intervenants, donc Louis et Nicole pour l'instant, et ensuite la table ronde. Donc n'hésitez pas à poser des questions, voilà, je vous y engage vivement. Et pour rebondir en fait sur certains éléments que Nicole et Louis viennent de vous indiquer, donc le fameux abonnement en librairie, donc en effet expérimental, nous vous proposons donc un webinaire le 24 novembre en partenariat donc avec l'association Écologie pour le livre, et ce dispositif donc expérimental va vous être présenté donc par le bureau des acclimatations. Et dans cette expérimentation, vous avez un éditeur de la région qui est impliqué, ce sont les éditions Milan, justement, et 3 librairies qui, elles, ne sont pas en Occitanie, mais qui sont en fait, qui appartiennent au réseau Sorcières, donc réseau jeunesse. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez venir justement débattre, par curiosité ou réinventer la roue, justement, c'est le moment. Et autre élément donc, que vous indiquiez tout à l'heure, Louis, sur justement cette approche donc, de l'association Écologie pour le livre, à laquelle l'agence Occitanie Livre et Lecture est très attachée, justement. On vous propose aussi, c'est disponible, vous pourrez le récupérer en partant, donc le dernier numéro de Tire-Ligne, qui est en fait, comment dirais-je, une proposition un peu en entonnoir de cette approche de transition des politiques culturelles, avec cette approche posée par l'association, où nous sommes partis donc d'un premier article qui pose les principes, ou en tout cas les grands attendus que l'on peut avoir à l'heure actuelle sur la transition des politiques culturelles. Et ensuite, vous avez donc tout le retour par rapport à certains aspects que donc Louis a décrits, et les approches, qu'ils soient matérielles, physiques, symboliques et sociales. Voilà, donc vous avez aussi quelques ressources pour compléter les échanges. Donc, à vous. On prend des questions dans la salle, Nicole. Très bien. Il y en a. Daïdré. Juste, vous avez évoqué l'impact de la baisse de dotation pour le pass culture à part individuelle. Est-ce qu'il y a eu des études sur l'impact, sur la part collective, qui impacte plus précisément les créateurs? Alors moi, Vous avez entendu, oui? oui, j'ai bien entendu. Écoutez, moi, les seules informations que j'ai eues qui viennent du SNE, c'est qu'en fait, cette baisse représenterait à peu près 1% du secteur de l'édition depuis la mise en place de ces réformes, qui sont à la fois qui concernent tous les jeunes, les 18 ans et les moins de 17 ans. Mais il n'y a rien de... En tout cas, il n'y a pas encore d'études formelles. C'était juste la direction du SNE à qui j'ai posé la question qui m'a dit ça la semaine dernière. 1% du marché sur cette réforme-là, c'est absolument énorme. Oui. Alors, sur la part individuelle, collective, pour les artistes-auteurs, très clairement, il y a plusieurs illustrateurs qui sont vus diminuer leurs revenus, par exemple de 5 000 €, beaucoup plus en fait, qui sont retrouvés avec réellement une baisse énorme des revenus, parce qu'ils faisaient beaucoup d'interventions en école, etc. Et d'un jour à l'autre. Hein, non, mais c'est certain. Non, c'est certain. Après, savoir ce que ça représente au niveau global, il faudrait poser. Pareil pour les traducteurs qui font des ateliers, de langue licenciée, etc. Pareil, du jour au lendemain. Tout à fait. Oui. Alors peut-être ce qui peut être intéressant, c'est que vous présentiez, en fait, qu'on sache un petit peu qui vous êtes, qui vous parlez. Voilà. Du coup, Gaëlle Hersan, je suis autrice illustratrice de bande dessinée. Daïdré, donc. Laurence Lebrun, traductrice. Jeanne Pousson, autrice.
On a vu quels étaient les périls qui menacent le livre et le monde du livre, et le média, la standardisation, la centralisation, tout ça. Moi, j'aimerais aborder quelque chose aussi qui est l'auto-édition. Et qui, pour nous, auteurs, pose beaucoup de questions. Parce que, par exemple, certains événements autour du livre n'invitent que des auteurs auto-édités, et puis un ou deux auteurs vraiment édités, mais parfois zéro. Et donc il y a un marché parallèle, donc, et des auteurs qui n'entrent pas dans la chaîne du livre. Et j'aimerais, est-ce qu'on peut mesurer l'impact que ça a justement sur les problèmes des auteurs? Alors, la question est, moi je dirais plutôt, ce qu'on peut dire sur l'auto-édition, c'est qu'effectivement ça a explosé, et notamment l'auto-édition de livres numériques, hein, et souvent avec la possibilité, couplée à la possibilité de finalement faire de l'impression à la demande, par exemple. Avec beaucoup de promesses qui ont été apportées par les plateformes comme Amazon, qui écrasent le marché de l'auto-édition, hein, Amazon très clairement. Beaucoup de promesses et des droits d'auteur ou des redevances en fait qui sont reversées. C'est la promesse qui est portée par Amazon, c'est que vous allez proposer votre livre chez nous et en plus vous allez toucher des droits infiniment plus importants qu'une maison d'édition. Avec aussi quelques succès effectivement qui ont été assez fulgurants, Hugo Way de Silo par exemple, 51 degrés, des choses comme ça, et d'ailleurs des auteurs qui ensuite ont basculé vers une publication dans le monde éditorial classique, c'est-à-dire que ça devient un moyen pour des maisons d'édition de repérer les talents tout en s'économisant une étape de sélection, etc. Ça c'est pour le contexte général. Ce qui se passe maintenant, c'est que le nombre de titres auto-édités est devenu tellement important que c'est devenu beaucoup plus difficile d'émerger dans cette masse très conséquente, que l'auto-édition se double d'un travail nécessaire pour l'auteur qui est celui, et ça rejoint votre remarque, de l'autopromotion. Donc être présent sur les réseaux sociaux, faire soi-même une newsletter, essayer de soi-même aller toquer aux portes des salons, des festivals, des librairies, ceci, cela, qui est très chronophage, très difficile, très décourageant, ce qui fait que très vite, quand les auteurs arrivent à émerger en auto-édition et qu'ils se voient proposer un contrat éditorial classique, ils disent c'est un soulagement, parce que tout ce travail-là, je le délègue ensuite à l'éditeur qui le fait souvent mieux que moi et qui le fait tout court, alors que moi, je n'ai pas forcément l'occasion. Oui, mais en attendant qu'ils y arrivent à ce stade, oui. Nous, les auteurs édités, on est noyés. Ah, bien sûr, ça noie le marché. Donc, voilà le problème. Nicole, vous voulez peut-être dire quelque chose là-dessus? Oui, tout à fait. En fait, depuis une dizaine d'années, il y a un nombre d'entreprises qui sont spécialisées dans l'auto-édition pour aider en fait les jeunes auteurs à publier. Et là, il y a quand même il y a de tout. C'est-à-dire qu'il y a des boîtes qui proposent 5 000 € pour que quelqu'un fasse son livre. Donc, en même temps, il y a à la fois des conseils éditoriaux, il y a une relecture orthographique, il y a des conseils pour expliquer à quel point l'intrigue, elle va pas, etc. Et donc, il y a tout un écosystème qui a fleuri et qui, c'est assez effrayant en même temps parce qu'il y a finalement très peu de livres vraiment passionnants. Il y en a hein, des livres auto-édités qui sont extrêmement intéressants, mais globalement, il y a beaucoup de choses qui sont à vocation thérapeutique, à vocation familiale, à vocation pour pas s'ennuyer. Mais il y a très peu de véritables professionnels, en tout cas, qui émergent de l'auto-édition. Alors, Oui. quand on dit ça, quand on écrit ça, on a des milliers de personnes qui disent mais non, c'est pas vrai, on est les meilleurs, on est des véritables écrivains, on est des romanciers merveilleux. Bon, ceci dit, c'est très compliqué parce qu'effectivement, pour moi aussi, le problème majeur, c'est que ça noie complètement euh,
l'offre existante dans la littérature. Et finalement, ça peut marcher effectivement dans la romance. Il y en a beaucoup qui ont émergé grâce à l'auto-édition, mais ça reste quand même extrêmement rare, quoi. Et je suis d'accord avec vous, en tant qu'écrivaine, il y a effectivement une concurrence qui est de plus en plus violente et qui est renforcée complètement par l'IA, quoi. Et moi, je reste un peu dubitatif avec les succès d'auto-édition dont on ne sait pas. Enfin, ils sont quand même vachement instrumentaires. Enfin, Hugo Way, il a un discours pro-Amazon, par exemple. On ne sait pas comment il a percé en auto-édition sur Amazon, parce qu'Amazon ne pousse pas certains auteurs pour qu'ils deviennent des succès, pour qu'ensuite ils vendent des services aux milliers d'autres qui, eux, n'auront pas de succès. Donc, c'est pas forcément, voilà, pas forcément très très net à ce niveau-là. Ce qui est sûr, je trouve, pour compléter la réponse de Nicole, on est passé d'une promesse qui était tout le monde peut publier et toucher son public comme il veut, à maintenant une promesse un peu différente, c'est l'auto-édition assistée par des professionnels. Et donc tout ce marché-là s'est développé et des conseillers, des attachés de presse, des services qu'on va payer, sans passer par ces services-là, il est devenu illusoire de pouvoir émerger. Peut-être ce qui serait intéressant par rapport à votre échange, justement, c'est un échange que j'ai eu en préparant donc, la table ronde qui suit avec Valérie Travier. Et justement, on reste donc là sur le cœur métier, la profession ou un statut éventuellement, mais justement, c'est aussi une responsabilité collective, je pense, au niveau de l'ensemble de l'écosystème du livre. Et je pense que Valérie, ce serait intéressant que vous précisiez un peu par rapport à l'échange qu'on a eu sur l'auto-édition et cette vigilance à avoir. Oui, alors moi je suis directrice des bibliothèques de Nîmes. Alors, je vais vous donner un exemple qui va encore plus vous effrayer sur la définition de ce que peut être l'auto-édition ou un nouveau type d'édition. À Nîmes, il y a une dame qui habite à Nîmes, qui est à Nîmes, elle est nîmoise, et en fait sa société de publication, d'édition, est immatriculée à Londres. Elle publie des romances dont on ne sait du coup pas du tout vraiment qui les écrit, c'est peut-être écrit par l'IA, on n'en sait rien. Mais en tant qu'éditrice, elle est venue nous voir en disant « Mais pourquoi vous n'achetez pas mes livres? Moi, je suis une éditrice. » Bon, on a regardé, je peux vous dire comment ça s'appelle, ça s'appelle Cherry Publishing. Toujours smart, n'est-ce pas? Et les bibliothèques, pour l'instant, il est assez simple de dire « Attendez, nous, on n'achète pas d'auteurs auto-édités. » Ça nous pose d'ailleurs quelques problèmes pour les auteurs locaux, qui quelquefois font de l'auto-édition avec des livres intéressants, qui doivent faire partie de notre fonds patrimonial, par exemple. Donc il y a quelques exceptions. Donc quand il y a quelques exceptions, vous comprenez qu'après, les gens qui écrivent des romances par IA viennent nous dire pourquoi pas nous. Donc on se réfugie un peu derrière ça. Mais par exemple, ce cas-là est un cas un peu particulier, puisqu'il y a bien derrière, moi je pense que en fait, c'est l'auto-édition derrière, que c'est des romans, enfin c'est que des romances, avec le schéma habituel et les couvertures représentent toujours les muscles, les biceps, on dit à quoi ça fait référence. Je ne peux pas penser qu'il y a derrière un nouveau marketing. Mais le fait est qu'on est un peu embêté parce que c'est l'édition, c'est pas l'édition. Pourquoi être immatriculé à Londres, ça veut dire qu'elle échappe quand même cette dame à toute rémunération, les contrats d'éditeurs sur le volet français. Ça c'est un problème. Et puis moi je voulais aussi vous dire qu'on réfléchit aussi à quelque chose, c'est que cette hyper-concentration dans l'édition va peut-être conduire un certain nombre d'auteurs à être censurés, ou à s'auto-censurer, ou à ne plus pouvoir être édités par des grands groupes, parce que, voilà, on a déjà eu le cas par le passé, la réflexion qu'on a eue longtemps dans les bibliothèques sur l'Harmattan, par exemple, c'était, attention, dans l'Harmattan, il y a du bon et du moins bon, il y a des trucs auto-édités, on ne sait pas trop bien, etc. Mais peut-être que ça va se développer, et qu'alors, il faudra, titre à titre, regarder si l'auteur auto-édité n'est pas finalement quelqu'un qui se réfugie dans l'auto-édition parce qu'il ne peut plus publier chez des grands groupes. Je pense à Fayard, il y a des gens qui écrivent des biographies qui n'ont peut-être plus du tout envie d'être édités chez Fayard, par exemple. Donc je trouve que c'est un problème en effet très central et très complexe à traiter. Moi, mon point de vue sur ce côté-là, en revanche, c'est que dans l'état actuel des choses, l'auteur qui
qui quitte Fayard, il a pour l'instant la possibilité de publier ailleurs. Donc on est quand même dans un marché éditorial qui lui permet, y compris chez des grands, chez des moyens, chez des petits, et donc on n'est pas encore dans une situation qui me paraîtrait à ce point préoccupante. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Nicole? Ah bah, de toute façon, il y a une cohorte d'auteurs qui sont partis de chez Fayard pour aller directement chez Flammarion au moment où Sophie de Closet est partie. Donc, il y a énormément d'auteurs qui l'ont suivi. Mais il y a presque une vingtaine d'auteurs déjà qui ont quitté Fayard, qui ont tous retrouvé un éditeur, un gros éditeur, qui n'est pas dans la sphère d'Hachette, tout simplement. Ça, là, pour le moment, la bibliodiversité, même si on a eu beaucoup de précautions et souligné pas mal de menaces, fait qu'ils ont pour le moment la possibilité de porter des voix. Mais je trouve que ce qui est préoccupant, c'est le croisement des voies de contrôle, en fait. C'est de pouvoir publier un éditeur qui se retrouvera à la radio et à la télé sur les chaînes qui appartiennent au même ensemble et qui en plus va avoir des liens politiques ensuite. Donc là, on est sur un croisement de facteurs d'impact qui sont, parce qu'on contrôle aussi le paysage médiatique et voire politique. Donc là, ça devient effectivement un vrai sujet. Ouais. Il y a d'autres questions, je ne sais pas si... Alors, moi qui distribue la parole, la main là-bas s'est levée avant, je suis désolé. On aura sans doute. Oui. Bonjour, du coup, Thomas Japon, je suis à la fois éditeur et auteur aussi, mais pas dans le même esprit, comme on vient de dire. Justement, ma question c'est, est-ce qu'il n'y a pas justement une nécessité à renouveler un peu tout ce paysage éditorial et de grands groupes en créant de nouvelles entités? Alors, sur idéologique ou pour justement proposer un nouveau contenu ou une contre-proposition de ce qui se fait actuellement. Nicole, vous avez entendu la question? Pas vraiment. Donc, c'est la création de nouvelles entités qui n'appartiendraient pas à des groupes, c'est ça? Oui. Dans l'esprit de conviction idéologique, justement, ou d'engagement même. En même temps, on ne peut pas dire qu'en France, il n'y ait pas d'éditeurs indépendants. Je veux dire, il y a un foisonnement extrêmement important. C'est-à-dire que la chaîne du livre en France se caractérise quand même par deux choses. C'est l'importance du nombre d'éditeurs indépendants, même si leur chiffre d'affaires n'est pas colossal, et l'importance absolue et le maillage absolu des libraires indépendants. Donc aujourd'hui, la France ne souffre pas de cette question d'absence d'éditeurs indépendants qui peuvent être très exigeants. La question, elle est sur leur survie financière. Et c'est vraiment des petites structures. Il y a toujours moins de 5 personnes et qui tirent le diable par la queue. Donc, ils peuvent effectivement avoir une exigence intellectuelle extrêmement forte et toujours continuer à vivre, même si c'est difficile. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pour compléter la réponse, moi je dirais même que la barrière à l'entrée au métier d'édition a diminué en fait avec le numérique. C'est devenu beaucoup plus facile qu'il y a 20 ou 30 ans aujourd'hui de lancer sa structure éditoriale avec les logiciels de mise en page, avec les plateformes en ligne, etc. Et donc créer sa maison d'édition en tout cas et commencer à éditer des livres, les coûts d'impression, etc. Pareil, c'est des choses qu'on peut mieux maîtriser. Là où les goulets d'étranglement se font beaucoup plus sentir, c'est au niveau de la diffusion et de la distribution. C'est ensuite exister dans les médias, exister en librairie et arriver à générer des niveaux de vente. Donc c'est à l'aval de la filière du livre, comme on dit. Mais il y a effectivement une grande variété de petites maisons d'édition indépendantes. Il y a un taux de mortalité assez élevé, c'est-à-dire que dans un horizon de 10 ans, beaucoup d'entre elles finissent par disparaître. Des enjeux de transmission, que je crois sont prévus au programme aujourd'hui, qui se posent quand la maison d'édition a vécu un certain nombre d'années, c'est difficile à transmettre. Mais ça a toujours fait partie de ce tissu éditorial très vivant qu'on a quand même en France. Oui, c'est ce que je voulais dire parce que je reviens du bazar littéraire à Toulouse ce week-end. Effectivement, ce qui caractérise un certain nombre de petites maisons d'édition,
c'est leur nombre, c'est leur diversité, c'est le public qui touche. Je fais de nombreux salons dans la région, un peu à l'extérieur. Et effectivement, en tant que petite structure, c'est dans ces salons qu'on trouve notre public. On vend beaucoup plus à cette occasion-là qu'en librairie. Et la différenciation, par exemple, entre l'auto-édition et l'édition au sens classique du terme, elle est quand même très fragile parce que, par exemple, beaucoup de maisons d'édition de poésie tirent à 200, 300 exemplaires, donc il n'y a pas de stock, il y a très peu de stock. Et voilà, et donc il y a là aussi un phénomène qui est évidemment très très marginal, hein, je le reconnais, qui n'a rien à voir avec les réflexions sur les grands groupes et les emprises politiques, idéologiques à travers ces grands groupes sur l'ensemble de la société et des médias, mais n'empêche que ça signifie quelque chose qui est à la fois positif d'une certaine manière par sa diversité, mais aussi très, très fortement relayé depuis quelques années par les petites villes, par les grandes villes aussi. Il suffit de voir le succès de la Comédie du Livre, le nombre d'éditeurs qui sont présents à la Comédie du Livre aussi, dans le centre de la région par exemple, pour prendre la mesure effectivement de cette richesse et du fait que c'est accompagné jusqu'à présent très fortement par des collectivités locales, d'une manière ou d'une autre. Et ça rejoint aussi ce phénomène de génération que j'évoquais, en tout cas à Toulouse. La quantité d'étudiants était très très importante. C'était évidemment lié à la maison de la poésie qui était en face, mais n'empêche que c'était très significatif. Stéphanie, si vous voulez enchaîner, alors juste petite précision, dernière intervention avant qu'on passe à la table ronde pour rester dans les temps. Voilà. Allez-y Stéphanie. Oui, je m'appelle Stéphanie Hagam, je suis la directrice générale de la Ligue des auteurs professionnels, donc forcément on est très inquiet pour les problématiques d'intelligence artificielle et d'impact pour les métiers de la création. On voit aujourd'hui dans le discours politique une focalisation sur le marché de la donnée, la valeur de la donnée qui sera demain à l'origine de conventions avec les grands opérateurs de la tech. Et je voulais avoir leur avis justement sur cette problématique. Quelle sera demain la valeur de la création quand on voit aujourd'hui qu'une photographie, par exemple, d'un journaliste qu'on pouvait encore vendre à un prix évident, vaut aujourd'hui moins de 2 centimes d'euros sur Adobe Stock. Alors, est-ce que Nicole veut commencer? C'est effectivement effrayant. Je pense qu'il faut en urgence signer en tout cas des accords avec, ces entreprises d'IA générative pendant qu'il est encore temps. La question, elle est là, c'est qu'effectivement, il y a une urgence absolue à faire quelque chose pour éviter justement que la création ne vale plus rien. Aujourd'hui, ça vaut encore quelque chose puisque on prend ces entreprises le doigt dans le pot de confiture. Donc, elles sont en tort. Donc, il faut à ce moment-là en profiter pour signer quelque chose, dire mais vous nous pillez et ça vaut tant. C'est exactement l'affaire d'Anthropic aux États-Unis. Et si on fait rien, effectivement, ça vaudra 2 centimes, ça vaudra plus rien. Donc, il y a une réelle urgence. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Oui, mais moi je pense, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il il va y avoir, et on commence à être dans une dévalorisation à la fois symbolique et économique pour les créateurs. Donc moi je m'attends à ce que l'acte de création soit moins perçu positivement par la société, parce qu'une machine pourra faire plus ou moins la même chose et que les rémunérations y afférentes vont aussi se contracter encore plus. Donc je suis pas très très optimiste à titre personnel là-dessus, et je trouve que l'exemple des traducteurs, c'est les premiers, ça te fait bouffer, hein, et criant, quoi. Les traducteurs ils n'ont plus de travail aujourd'hui. Moi je suis dans une faculté qui s'appelle Lettres, Traduction, Communication. On a un département de traduction, il est à Bruxelles. Donc à Bruxelles on formait les traducteurs qui ensuite se sont diffusés dans toutes les institutions, machin. Là les inscriptions on n'en a plus, quoi. Elles s'effondrent, hein. Donc on sent un peu le vent tourner. Très bien. C'est pas très positif de finir là-dessus. Nicole, Louis, on vous remercie beaucoup pour ce premier temps d'échange, de présentation, et nous allons passer donc à la table ronde.
avec les différents intervenants que l'on va vous présenter maintenant et les 55 axes de travaux qui nous attendent, dont la valeur travail. Merci Nicole. Alors Nicole peut se déconnecter. Merci Nicole. Merci beaucoup à vous. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.